Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International. Nous sommes toujours sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de Radio France Internationale. International, cette émission réalisée avec nos confrères du quotidien français Le Monde. Aujourd'hui, décor inhabituel puisque nous sommes en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à l'occasion de ce deuxième forum des femmes francophones qui vient de se dérouler dans cette capitale. Et nous sommes accueillis par le ministre porte-parole, ministre des médias, porte-parole de ce gouvernement. Merci, monsieur Lambert Mende Omalanga, de nous recevoir. Beaucoup de questions à vous poser. Le gouvernement s'exprime peu. Le président Kabila s'exprime encore moins, pourrait-on dire. Donc beaucoup de questions. Peut-être tout d'abord celle-ci. Donc Forum des femmes francophones sur le droit des femmes. Nous sommes dans un pays où parfois de façon massive, le viol a été utilisé comme une arme de guerre. C'était le bon endroit pour faire ce forum ? Oui, je pense que effectivement, nous sommes dans un pays qui a subi une guerre odieuse, une guerre d'agression depuis quelques années, une guerre qui s'est importée de l'extérieur et qui a importé justement ses habitudes criminelles. On viole des femmes pour faire disparaître des groupes ethniques, faire disparaître toute une nation. Vous accusez qui précisément ? Nous accusons le Rwanda qui a importé depuis 1994, je crois, ces problèmes en République démocratique du Congo et qui nous empêchent de décoller. Sophie Malibaud. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour régler ce problème, pour déjà empêcher que ces viols ne se perpétuent, puisque a priori ça continue. Je crois savoir qu'il y a un plan d'action du gouvernement. Oui, la première chose à faire était de mettre fin à cette agression. Nous nous y sommes pris, et heureusement avec le soutien de tous nos partenaires de la communauté internationale, la MONUSCO, les pays de la SADC, nous avons pu vaincre la principale de ces forces négatives. D'autres continuent à s'agiter, mais elles sont moins dangereuses que le M23. Et nous avons toute une série de programmes à mettre en œuvre pour cela. Il faut d'abord nettoyer l'espace, il faut rétablir ces familles qui ont été victimes de la guerre dans leur lieu de vie naturel. C'est un travail de réhabilitation qui coûte de l'argent et nous collaborons avec nos partenaires, mais nous payons déjà beaucoup à partir de notre propre budget, et ensuite travailler les esprits qui ont été contaminés par cette façon de faire. Nous ne l'avons jamais vécu chez nous, mais des jeunes ont pris ces habitudes-là. Il faut absolument faire en sorte que ça change. Quand vous dites que nous avons été contaminés, vous attestez qu'il y a bien maintenant aussi, ça n'est pas simplement une menace venue de l'extérieur, c'est devenu quelque chose qui se pratique aussi parmi la population congolaise. Parce qu'il y a entre des groupes rebelles qui ne cessent d'émerger, toujours une nouvelle rébellion, de nouveaux groupes. Bon, qui ne cessent d'émerger, ça serait beaucoup dire. Il faut dire qu'au pire moment, il y avait entre 55 et 60 groupes armés. Maintenant, nous en enregistrons 27. Je pense que c'est plutôt une régression, mais même s'il n'y en avait qu'un seul, ça serait un de trop, parce que c'est là que, justement, se développent ces pratiques-là. Que va-t-il se passer pour l'auteur de ces viols ? Est-ce qu'on est plutôt dans une approche d'amnistie, ou est-ce que ces crimes seront jugés et éventuellement punis ? Nous avons effectivement convenu, lors des concertations de Kampala, d'amnistier ceux qui sont à la base de tous ces problèmes pour des crimes autres que celui-là. Nous avons décidé de mettre hors de l'amnistie. Mais les viols ne seront pas amnistiés. Les viols, les violences sexuelles ne peuvent faire l'objet d'aucune possibilité d'amnistie. Alors, je le disais, nous sommes venus à l'occasion de ce forum des femmes francophones. La francophonie a des valeurs, celle des femmes, on l'évoque ici. Nous sommes également dans un pays qui parfois a été contesté. C'était le cas lors du sommet de la francophonie avec François Hollande, le président Hollande, sur le respect des droits de l'homme dans ce pays. Ils ne sont pas pleinement respectés, dit parfois la communauté internationale. Comment réagissez-vous à ces critiques, à ces accusations qui reviennent fréquemment ? Nous avions contester la lecture qu'on avait de la situation au Congo parce qu'il y avait une confusion de genre. Lorsque nous sommes victimes de ces viols sur nos femmes, on nous accusait, nous, d'être coupables de ces viols, alors que de ne pas avoir défendu ces femmes. Nous sommes les victimes de ces viols. C'est une guerre
savez, on ne va pas reprocher à un pays agressé de ne s'être pas défendu, comme si c'est lui qui appelait l'agresseur à le faire. Il y a eu un rapport de force, nous l'avons inversé. On ne va pas nous accuser, au moment où nous n'avions pas encore inversé ce rapport de force, d'être coupables d'une agression qui nous, en réalité, nous ciblait. Et donc, nous avons trouvé particulièrement injuste qu'on ne fasse pas la part des choses, et nous l'avons dit au président Hollande. Maintenant, du point de vue des femmes, le mal est fait. Un certain nombre d'entre elles sont victimes et doivent vivre avec ça. Est-ce qu'elles peuvent attendre des réparations concrètes, financières? Est-ce que le gouvernement congolais prévoit de les indemniser, si on peut dire, parce que de toute façon, c'est très difficile de supporter cette violence le restant de sa vie, mais est-ce que quelque chose est fait pour les aider, ne serait-ce que concrètement? Je pense que l'indemnisation commence par la punition des coupables. Et il est évident que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à un autre doit être réparé. Et la question de l'indemnisation se pose d'abord vis-à-vis des responsables de ces actes criminels. C'est ça le problème de la confusion. L'État doit indemniser, mais ce n'est pas le personnel de l'État qui a commis ces actes, c'est même des étrangers parfois, oui, enfin, et nous sommes en pourparlers. Si les victimes doivent attendre que leurs propres violeurs... Ce n'est pas tout. Je suis en train de développer, nous avons aussi 2 ministères qui sont chargés de ces questions-là, d'identifier les victimes, de leur proposer une assistance. Ce n'est pas une indemnisation, parce que les mots ont leur sens en droit. Une assistance, le mot indemnisation est mal choisi. Et le ministère des Affaires humanitaires qui sont impliqués, et nous dépensons beaucoup d'argent pour ces tentatives de réinsertion de nos sœurs et de nos mères qui ont été victimes de ces criminels. On a beaucoup parlé au cours de cette semaine de la gouvernance, de la place des femmes dans la gouvernance africaine. Il y a peu de femmes présidentes de la République, à ma connaissance il y en a 3, peu de femmes ministres. Que fait le Congo pour faire une place dans cette gouvernance, qu'elle ne soit pas exclusivement masculine? J'espère qu'un jour nous aurons des femmes candidates crédibles aux élections présidentielles ici. En attendant, nous avons pris une série de mesures extrêmement crédibles lorsque nous avons décidé au cours des concertations nationales de nous impliquer, majorité, opposition, dans le Parlement pour que la loi électorale que nous sommes en train de revisiter prévoie des quotas bloqués pour les femmes. C'est-à-dire la mieux élue des femmes sur une liste où il y aura une circonscription où il y aura 3 sièges devra être la 3e personne élue, même s'il y a des hommes, après les 2 premiers, qui pourraient faire mieux qu'elle. Le principe, c'est d'avoir un quota autour de 30% de femmes. 30% de femmes, ça c'est l'option actuelle, en attendant d'évoluer vers la parité totale. Je vous posais la question il y a un instant avec Sophie Malibaud, des critiques récurrentes au-delà de la situation des femmes sur la gouvernance et sur les droits de l'homme. À nouveau, est-ce que dans ce pays, les droits de l'opposition, le droit de la presse, vous semblent aujourd'hui parvenus à un stade satisfaisant? Vous savez qu'un certain nombre de classements présentent le Congo dans une situation fragile de ce point de vue. Ce sont des classements extrêmement biaisés pour la presse, par exemple. Dans ce pays, la presse n'a pas attendu que les politiques puissent secouer le cocotier. C'est depuis 1990 que les médias congolais, et Mobutu avait encore 7 ans en 90, se sont libérés. Depuis lors, on n'a enregistré aucune régression dans les droits d'expression, les droits de la presse dans ce pays. Vous nous dites que l'opposition... Sauf que les organes des opposants, que ce soit Étienne Tshisekedi ou Vital Kamerhe, n'ont plus droit d'exister. Ils ont été fermés en amont des élections et n'ont pas réouvert depuis. C'est une façon tout à fait biaisée de présenter la situation. Tous les organes proches de M. Tshisekedi sont en train de travailler normalement. Je peux vous citer des journaux comme la Tempête des Tropiques, des télévisions comme CNTV qui marchent normalement. Ce sont des gens qui sont très proches de M. Tshisekedi. M. Kamerhe n'a jamais créé un organe de presse dans ce pays. Donc on raconte des histoires, mais en réalité, je peux vous faire accéder à la liste des archives des organes de presse. Je n'en vois aucun qui appartiennent à M. Kamerhe. M. Kamerhe tente d'acheter un organe de presse. Il l'a fait dans des conditions que l'administration a trouvées contestables. Nous lui avons conseillé de se mettre en ordre avec l'administration, comme n'importe quel citoyen, et il prétend qu'on a fermé un organe. C'est du mensonge. Puisqu'on est sur mais au jour d'aujourd'hui, il ne peut donc pas avoir cet organe de presse. Je ne sais pas si on peut l'avoir sans remplir les conditions que l'administration met pour avoir
la création d'un organe de presse. Et est-ce qu'il est question que l'administration facilite un petit peu les conditions pour que tous les opposants puissent avoir voix au chapitre, par exemple? Nous avons probablement une soixantaine de chaînes de télévision dans ce pays. Je peux vous dire qu'au moins 35 appartiennent à l'opposition. Mais d'après certains observateurs, malgré tout, malgré la quantité, malgré le nombre des organes de presse, l'opposition est très peu visible. Puisque 35 sur 60 leur appartiennent, comment pouvez-vous dire qu'ils ne sont pas visibles? Seulement 25 appartiennent à des gens qui seraient plutôt proches du chef de l'État. Nous avons bien sûr 2 médias publics dont le retentissement est plus important. Nous sommes dans les bâtiments de l'un de ces 2 médias. Mais pour le reste, tout ce qui est privé est majoritairement de l'opposition. Donc dire qu'ils ne sont pas audibles, c'est totalement faux. On a même l'impression que les télévisions passent leur temps ici à insulter le président, le gouvernement, à critiquer ce que nous faisons. C'est très démocratique, sauf les insultes. Mais dire vraiment que l'opposition n'est pas entendue, n'est pas lue dans ce pays, c'est le premier mensonge. Sortez dans la rue, faites votre enquête et les gens vous diront qu'ils entendent bien ce que l'opposition a à dire. Monsieur Ménet, si on pose la question différemment, ce pays s'appelle la République démocratique du Congo. Vous diriez qu'elle est parvenue à un stade mature de démocratie, d'exercice démocratique, où vous dites encore il y a des progrès à faire sur cette opposition, sur l'organisation des élections, sur un certain nombre de choses? Tout est question de proportion et de comparaison. Nous sommes dans une région d'Afrique, l'Afrique subsaharienne, où je pense que nous sommes en tête de peloton en ce qui concerne les droits de l'opposition. En ce qui concerne les droits de la presse, nous ne disons pas que c'est la panacée, nous ne disons pas qu'il n'y a plus d'efforts à faire, beaucoup reste à faire. Quels efforts restent-ils à faire? Nous présenter comme la lanterne alors que nous sommes parmi ceux qui ont montré le chemin. Nous subissons même des reproches parfois de la part de certains dirigeants de pays africains pour dire « vous y allez un peu trop vite ». Lorsqu'il y a des débats au Parlement, je vous jure que dans certains pays voisins, les gens arrêtent de travailler pour voir ce qu'ils ne voient pas chez eux. Sophie, vous posez la question. Dans quel domaine est-ce que vous pensez que vous pourriez progresser? Qu'est-ce que vous pourrez apporter de plus pour parfaire la démocratie et le dialogue avec l'opposition? Nous pouvons trouver des moyens pour soutenir les médias, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, pour qu'ils aient un peu plus de rayonnement, parce que tous sont à la même enseigne. Très peu dépassent le rayon de ce microcosme qu'est Kinshasa, avec ses 10-12% de la population congolaise. Bon, là, évidemment, il y a des choses à faire pour qu'ils soient capables d'aller plus loin, de porter leur message beaucoup plus loin. Mais c'est tout le monde qui subit ces restrictions-là. Ce sont des restrictions tout à fait infrastructurelles. Précisément, si on essaie d'anticiper un peu à propos de cette gouvernance, dans 2 ans, élection présidentielle, derrière vous on voit Joseph Kabila, le président. Théoriquement, la Constitution lui fait impossibilité de se représenter. Est-ce que, comme dans pas mal d'autres pays à travers la planète, on peut revoir la Constitution? Est-ce que vous nous dites Joseph Kabila ne sera pas candidat à cette prochaine élection présidentielle? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut nous juger sur base non, je pose des la question, comportements il n'y a des pas de autres. jugement dans ma question. Oui, le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas candidat. Il n'y a pas candidat. plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Pourquoi est-ce qu'il ne nous moquons bien quand nous voyons des amis de l'opposition s'agiter autour du fait que le président doit prendre son micro et dire « je ne vais pas me représenter ». Pour quelle raison il dirait cela? Puisque la Constitution dit qu'il ne doit pas se représenter. Pourquoi est-ce que le président doit prêter serment? On veut que le président prête serment tous les jours. Il a déjà dit, lorsqu'il est entré en fonction, qu'il va respecter la Constitution. On vous entend bien, mais dans pas mal de pays, des présidents ont dit ça, puis au dernier moment, ils ont changé la Constitution. Je ne peux pas fonctionner par rapport à d'autres pays. Nous sommes la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila est Joseph Kabila. Et il ne ça n'a rien à voir avec d'autres personnes. Sans parler de prêter serment à chaque fois qu'il prend la parole, oui, en fait, le président ne prend pas souvent la parole. Ah. Comment expliquer qu'on l'entend aussi peu? On le voit peu. Chez nous, quelquefois, on les voit presque trop et ici, il a très peu de contacts directs et très peu d'interventions. Et finalement, ça pourrait apaiser le climat, puisque vous le dites vous-même, l'opposition suspecte qu'il y ait modification. Vous savez, moi, j'ai dans ma famille le bonheur d'être père de jumeaux, entre autres. Alors, comment il se fait que l'une est une fille et l'autre est un garçon? Comment des gens sont l'un disert, l'autre taiseux?
Mais écoutez, c'est un problème de caractère. Le président Kabila est un taiseux. Oui, c'est quelqu'un qui préfère agir plutôt que de parler. C'est comme ça qu'il est. Et il y a des organes dans l'État qui communiquent. On peut être gouvernant et silencieux. Ça peut arriver, pourquoi pas? C'est le résultat qui parle pour lui. Est-ce que vous regardez ce qui se passe à l'international, bien évidemment, pardon, mais par exemple ce qui se passe actuellement en Ukraine, où c'est la population qui a renversé un régime. Ça n'arrive guère en Afrique. Quel parallèle vous faites? C'est déjà arrivé en Afrique, parce que l'Égypte est africaine, vous avez parce raison, que la Libye est africaine. Vous avez raison. Ce sont des choses qui peuvent arriver partout, mais nous nous méfions des révolutions spectacles, parce que nous parlons de cela. Vous dites pas c'est une bonne chose que la population exprime un ras-le-bol et change des dirigeants. Mais c'est quelle population? corrompus? Ça dépend de la définition qui est donnée par différents organes de presse. Vous ne parlez pas de la Crimée. Ça barde aujourd'hui en Crimée. Il y a des pro-russes. Nous ne savions même pas qu'ils existaient avant qu'ils ne sortent eux aussi dans la rue. Voilà des analyses bien incomplètes, comme on nous les applique à nous aussi. Une lecture tout à fait sélective. Est-ce qu'il n'y a que ces gens-là qui ont chassé le pouvoir en Ukraine qui existe? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui soutenaient ce pouvoir-là? On les voit maintenant dans la rue. Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? Est-ce que cet encouragement qu'on a donné aux uns ne va pas provoquer l'implosion de ce pays? C'est des questions que nous nous posons. Vous regardez l'Ukraine donc comme un mauvais exemple, et les révolutions arabes, vous les regardez comment? Nous regardons, ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple. l'Ukraine pas comme un mauvais exemple. Nous dénonçons le fait que dans la relation que l'on fait de ces événements, il y a toujours une sélection en faveur d'un camp contre un autre. Les révolutions arabes, ce sont des révolutions qui concernent des pays dont certains sont des pays frères. Nous constatons que toutes les promesses n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, la Libye est complètement sens dessus-dessous. La Libye impacte négativement, la révolution qui a eu lieu en Libye impacte négativement l'Afrique. Et nous avons des exemples, même très près de nous, même dans notre pays ici, il y a des enturbanés qui sont venus. Des islamistes, parlons simplement. Qui s'opposent même à nos forces armées, qui aident les musulmans de ADF Nalu, ces rebelles ougandais, qui ont déstabilisé le grand nord du Kivu. Donc tout cela, des armes que nous avons retrouvées, il y en a qui viennent des arsenaux qui sont venus de Libye. Cette révolution, est-ce que ça a été quelque chose qui a profité à l'Afrique? Il reste à se poser la question. Ce que vous déplorez, c'est la façon dont ça s'est passé, ou vous déplorez même le départ de Kadhafi? La façon dont ça s'est passé, le fait que l'initiative a été prise d'ailleurs, peut-être que si on avait laissé les Libyens eux-mêmes résoudre leurs problèmes, ça aurait pris plus de temps, mais ça serait fait peut-être de manière à ne pas provoquer toutes ces conséquences que nous observons maintenant. Vous regrettez l'implication de la France dans cette affaire? Nous regrettons le fait qu'on a ouvert des vannes maintenant qui sont en train de nous créer des problèmes, qui se soit impliqué. Et en Centrafrique, l'intervention française, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne chose, nous l'avons saluée et nous sommes allés même en appui de cette intervention parce que nous avons 850 fantassins qui sont là-bas, 250 policiers qui sont là-bas pour prêter main forte. C'est Pourquoi quelque vous chose choisissez de positif. Diplomatiquement d'aller en République centrafricaine alors même que vos forces armées sont importantes ici pour tenir, on en parlera après la pause d'information, mais pour tenir la sécurité du pays et ses frontières? Pourquoi avez-vous choisi d'être l'un de ceux qui a envoyé le plus fort contingent, notamment de policiers en RCA? Je pense que lorsque vous parlez de la nécessité des forces armées ici pour tenir la situation, vous faites allusion à ces menaces qui nous viennent de l'Est. Absolument. Nous avons seulement 100 km de frontières avec le Rwanda et voyez tous les dommages que certaines interventions venues du Rwanda nous causent aujourd'hui. Or, avec la République centrafricaine, nous avons 1600 km. Alors, ne pas s'intéresser à cela, ne pas participer à l'extinction des feux là-bas, parce que le feu au Rwanda nous a contaminés. Pourquoi est-ce que le feu en Centrafrique ne nous contaminerait pas? 1600 km, nous devons participer à l'extinction. Vous redoutiez une contagion? Absolument. Ouais. Ça peut venir. Et vous estimez qu'actuellement, ce risque est maîtrisé? C'est en train d'être maîtrisé et nous espérons que les Nations Unies mettront tous les moyens, l'Europe mettra tous les moyens pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants. Beaucoup de questions encore à vous poser sur la situation notamment économique, sur la population, sur sa jeunesse ici en RDC. Avant cela, sur les antennes de RFI et sur TV5 Monde, un point de l'actualité.
Retour dans International, toujours sur TV5 Monde et sur Radio France Internationale, émission réalisée avec le quotidien français Le Monde. Nous sommes aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous recevons le porte-parole de ce gouvernement de RDC, M. Lambert Mende Omalanga. Nous parlions de la République centrafricaine où vous agissez. Question de Sophie Malibaud. Monsieur Lambert Mende, quand vous avez pris la décision d'envoyer des troupes en République centrafricaine, dans quel contexte, dans quelles circonstances s'est prise cette décision? Est-ce que vous avez décidé d'un engagement pour combien de temps? Nous avons répondu à un appel de l'Union africaine qui souhaitait que les pays qui le pouvaient puissent participer à cette force MISCA de 6 000 hommes au départ. Nous avons envisagé les dangers pour notre pays d'une escalade en République centrafricaine. Nous avons pris conscience de la négligence dont nos prédécesseurs avaient fait montre lorsque le génocide au Rwanda avait fait débouler chez nous des millions de gens. Ils les ont laissés entrer sans contrôle. Ils n'ont participé à aucune opération pour maîtriser la situation à cette frontière et nous avons appliqué le principe de précaution en envoyant ces unités en réponse justement à cette demande de l'Union africaine. Pour l'instant, c'est 850 hommes militaires. Et 250 policiers. Est-ce que ce contingent est appelé à se développer et jusqu'à quand est-ce que vous pensez qu'il est engagé sur le terrain centrafricain? Tout dépend de l'évolution de la situation. À 3 ou 4 reprises, le contingent congolais a été sollicité, dans Bangui même. Maintenant, je pense qu'on les déploie vers la frontière avec notre pays, une frontière qu'ils connaissent très bien. Tout s'est très bien passé et nous attendons que les Nations Unies puissent évaluer la situation puisque ça va migrer d'une force africaine vers une force de maintien de la paix des Nations Unies. À ce moment-là, on va savoir si on a besoin de plus d'éléments ou de moins. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais pour nous, c'est quelque chose d'important. On sait déjà qu'il manque d'hommes sur le terrain en Centrafrique. Oui. Est-ce que vous l'envisagez? Est-ce que vous considérez déjà qu'il est possible éventuellement qu'il y ait plus de 850 militaires et quelques 200 Nous attendons les évaluations institutionnelles. Jusque-là, il y a effectivement les relations des médias, certains discours et tout ça, mais il y a des séances qui vont avoir lieu à New York. Nos représentants seront là, nos experts militaires également, et nous trouverons quelle réponse apporter à ces nouvelles demandes. Est-ce que l'Afrique, dans ce genre de situation, attend plus d'aide de l'Occident? La France vient, on le sait, sur différents théâtres, le Mali, la RCA, des casques bleus viennent temporiser, viennent tenter d'obtenir la paix. Est-ce que vous attendez de l'Europe, par exemple? Est-ce que vous attendez des États-Unis une plus grande implication ou au contraire vous dites c'est l'affaire des Africains eux-mêmes, on doit se débrouiller pour gérer nos crises? Je pense que de la manière dont les choses ont évolué en République centrafricaine avec ces relents de génocide qui commençaient à se mettre en place, c'était une question de l'humanité tout entière. Ce sont des problèmes humanitaires extrêmement importants, de la même manière que nous avons pu bénéficier de l'aide du monde entier à travers les Nations Unies. Avec la force MONUSCO, nous pensons que la RCA a le droit de faire appel à l'aide de l'humanité tout entière à travers les Nations Unies. Et je pense que la France a donné un exemple tout à fait louable. La France, oui, mais l'Europe... Et nous espérons, nous appelons l'Europe à suivre la France, à soutenir ce que la France a fait et à multiplier cet effort de la France. Nous sommes dans un pays qui a connu 2 guerres au cours de périodes relativement récentes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que le gouvernement, que le pouvoir, que Joseph Kabila est en mesure de maîtriser l'ensemble du territoire ou est-ce qu'il peut encore y avoir des problèmes aux frontières? Incontestablement, nous pouvons dire que nous maîtrisons l'ensemble du territoire parce que le dernier point chaud se situait à Kamango, Nobili, vers la frontière avec l'Ouganda. Oui. Or, nous avons récupéré Kamango et Nobili et nos troupes ont fait jonction avec leurs homologues ougandais pour étudier les voies et moyens de mieux sécuriser cette frontière. Mais il y a des poches de résistance, il y a des forêts profondes. Le travail est en train de se faire, mais là, le danger n'est plus aussi important qu'il l'était avant. Vous parliez tout à l'heure de l'ADF NALU. Quel danger est-ce que cette milice représente encore aujourd'hui?
C'est à elle que je faisais allusion en parlant de Kamango et de Nobili. Nous avons détruit tout son espace, ses quartiers généraux, ses centres de fabrication de bombes artisanales et tout, mais beaucoup se sont dispersés dans les forêts profondes du Grand Nord et nos troupes sont occupées maintenant, les troupes commando, à nettoyer cet espace. Nous ne pouvons pas dire que tout le travail est terminé, mais l'essentiel a été fait. Et le risque de déstabilisation dans cette zone-là, c'est ça qui justifie l'emploi encore sur le terrain de 19 000 hommes au sein de la MONUSCO, donc la mission de stabilisation de l'ONU. Des casques bleus de l'ONU. 19 000 hommes, je crois que c'est donc en République démocratique du Congo qu'il y a le plus gros contingent de l'ONU. Oui, il faut considérer le fait que nous avons besoin d'une certaine période pour en finir avec la stabilisation. Il faut aussi prendre conscience du fait que ces rébellions venues de l'extérieur ou ces agressions venues de l'extérieur ont fait tache d'huile et que nous avons encore une vingtaine de groupes armés qu'il faut absolument désarmer. Et donc le soutien de la MONUSCO ne sera pas de trop pour cette opération de désarmement. Ce qui signifie que l'armée congolaise elle-même donc ne suffit pas encore tout à fait à la tâche, elle est encore en train de travailler sur elle, de s'améliorer. L'armée congolaise fait ce qu'il faut, mais nous serions tout à fait responsables en disant qu'elle a tout l'équipement nécessaire. En termes de renseignement, elle a besoin des moyens dont la MONUSCO dispose en termes de moyens de projection des troupes, les transports. Le combat comme tel engage l'armée congolaise. Mais on a besoin d'un appui de nos partenaires. Vous parlez de logistique. Parlez de logistique. Absolument. Parlons de loyalisme. C'est une armée qui a été constituée à certains moments en intégrant des portions de rébellion, des hommes venus de la rébellion. Ça a posé de gros problèmes par moment. Oui. Est-ce que c'est encore un souci ? Nous avons mis fin à cette méthode de recrutement. Plus personne ne peut entrer dans l'armée congolaise en venant d'une rébellion. Plus personne ne peut rentrer dans l'armée congolaise en s'étant mutiné après avoir appartenu à l'armée. Donc on a mis en place un protocole de recrutement qui écarte de l'armée tous ces éléments criminels et cela a pu permettre à l'armée de recouvrer sa loyauté, c'est ce qui a permis la victoire sur les M23 et maintenant la victoire sur l'ADF NALU. Mais comme on a pu le voir fin décembre, le 30 décembre, il y a eu quand même des attaques dans plusieurs lieux du pays et des attaques dans les lieux stratégiques de la capitale, mais également à Lubumbashi, à Kindu. Ces attaques simultanées ont révélé des faiblesses. Est-ce que la lumière a été faite sur ces incidents qui ont eux-mêmes causé une centaine de morts ? Ça n'a rien à voir avec l'armée. Vous savez, lorsqu'à Paris, ces terroristes-là abattent des militaires et tout ça, on ne va pas dire que l'armée française est faible. C'est un acte terroriste. Vous savez, des gens peuvent attaquer un État. Ce sont des choses qui arrivent. Nous n'avons pas mis 1 heure à démanteler ces groupes, que ce soit ici à Kinshasa ou à Lubumbashi. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, donc l'armée est prête à répondre. Mais sur le renseignement, sur comment se fait-il que cette opération ait pu être montée ? Est-ce que là-dessus, vous avez fait la lumière ? On a parlé de complicité dans certains organes des forces de sécurité. Des présomptions de complicité. Le principal auteur est en train d'être recherché. Nous pensons qu'il va être arrêté dans très peu de temps, le pasteur, qu'il sera déféré devant la justice. À ce moment-là, il va pouvoir peut-être indiquer s'il a bénéficié de complicité et la sanction va pouvoir tomber. Mais nous avons constaté un très bon comportement de nos forces de sécurité parce que les dommages auraient pu être plus graves qu'ils ne l'ont été. Lambert-Mende, nous parlons d'un pays qui est un géant en Afrique, l'un des plus grands pays d'Afrique, 72 millions d'habitants, rappelons-le, premier pays francophone. Vous dites, en gros, donc, nous maîtrisons nos frontières. Parfois, on évoque un risque de balkanisation, comme si les provinces, les régions, au fond, n'étaient plus sous la tutelle du pouvoir central de Kinshasa. Est-ce que ce risque existe réellement chez vous ? Nous dénonçons la balkanisation, la tentative de balkanisation comme une menace qui vient de l'étranger. Et nous savons qu'il y a au moins un pays, peut-être 2, dans notre environnement, parce que nous avons 9 pays voisins qui rêvent de prendre des morceaux de la République démocratique du Congo. Je pense que très souvent, on a parlé du Rwanda, dans une moindre mesure de l'Ouganda, mais beaucoup du Rwanda. Je pense que ce danger a été écarté pour le moment parce que ceux qu'ils voulaient utiliser pour cette tâche ont été neutralisés.
Pour le reste, je pense que c'est des débats internes qui parfois font monter de l'adrénaline, mais il n'y a pas de danger réel. Quels sont les rapports politiques et diplomatiques avec ces pays, M. Mende? Quels sont les rapports politiques et diplomatiques au-delà du rapport de force militaire? Vous avez tout avec l'Ouganda et le Rwanda? Non, avec l'Ouganda, tout est normal. Nos ambassadeurs sont en place. Je dis avec l'Ouganda, c'est une moindre mesure. C'est des choses que nous sommes en train de vérifier. Avec le Rwanda, c'est allé un peu plus loin parce qu'il y a eu des positions officielles prises par ce gouvernement en faveur de ces forces négatives congolaises qui étaient condamnées par la communauté internationale. Le président avait rappelé notre ambassadeur, qui est encore ici, mais l'ambassadeur du Rwanda est toujours ici. Donc nous continuons à nous parler au sein de la CIRGL, nous continuons à nous parler au sein de la commission conjointe de vérification qui met ensemble les 11 États de la région. Nous n'avons pas coupé la communication. Au cœur des problèmes, il y a la gestion des mines. En fait, c'est la richesse même du pays qui est aussi la source de tous ces problèmes. Est-ce que tant qu'il y aura des mines, il y aura des mouvements de rébellion? Il y a eu des mines avant même que les rébellions ne naissent. Ce n'est pas les mines qui créent des rébellions. C'est celles qui attisent c'est des la convoitises. volonté de vouloir s'accaparer sans contrepartie des richesses d'autrui qui provoquent justement ces situations-là. Donc nous sommes prêts à défendre ce qui est à nous. Nous sommes prêts à nous intégrer économiquement avec nos voisins, mais personne ne viendra ici nous ligoter pour prendre ce qui est à nous sans contrepartie. Et s'agissant des mines, nous sommes en train de remonter la pente, puisque lorsqu'on parle du cuivre, par exemple, je vous informe que pour cette année, nous avons récupéré notre place en Afrique de premier producteur africain de cuivre. Nous avons battu la Zambie de 2%. Quelle est la part du travail qui doit être aux mains du gouvernement congolais et celle qui doit être dans les mains de ses partenaires pour assurer la traçabilité de ce qui vient des mines, que le cuivre, le coltan ne soit pas en fait objet de trafics illicites et alimente ces milices. Et alimente les mouvements armés? Il faut de manière tout à fait incontournable une synergie entre la République démocratique du Congo et tous ces partenaires, qu'ils soient de la région, qu'ils soient de pays un peu plus éloignés, mais où se trouvent les derniers utilisateurs, les industries. Il est important que la traçabilité existe. Et je suis heureux de vous dire que nous venons de mettre au point, au niveau de la conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs, un certificat de traçabilité. Nous avons signé, tous les gouvernements, y compris le Rwanda, et nous avons un seul document qui va permettre de retracer l'origine de produits qui vont aller vers les industries. Il reste maintenant la coopération des pays d'origine de ces industries, les États-Unis, l'Europe, etc. Et nous espérons les amener à coopérer avec nous. La Chine coopère? La Chine également. Parfois, on dit que la République démocratique du Congo est un pays très riche qui vit pauvrement. Un exemple, son agriculture, vous avez des terres agricoles de très grande qualité, un climat favorable, et vous importez massivement de la nourriture. Comment ce paradoxe est-il encore possible aujourd'hui? Mais nous pensons que ce paradoxe s'explique historiquement. Depuis que le pays a accédé à la souveraineté nationale et internationale, il n'y a jamais eu une période où on pouvait se concentrer sur le développement. Il y a eu d'abord toutes ces sévices, ces séditions des années 60 après la mort de Lumumba. Il y a eu la parenthèse Mobutu, une longue parenthèse de 32 ans, toujours soutenue par les nostalgiques de l'ancien système. Et puis, lorsqu'on a tenté de changer les choses, vous avez vu ce qui est arrivé à notre troisième président, Laurent Désiré Kabila, assassiné en son palais par des tueurs venus d'on ne sait où. Et maintenant, nous avons un quatrième président qui essaye de faire des choses et les résultats commencent à poindre. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il faut toujours commencer à faire des choses lorsqu'on constate que le passé n'a pas permis d'agir. On ne va pas vivre le regard tourné vers le passé. Nous avons commencé la construction de notre pays. Qui est responsable de cette situation? Vous dites que c'est notre passé colonial, c'est nous-mêmes qui avons fait des erreurs. Qu'est-ce qui explique ce retard? Parce que l'indépendance, il y a 60 ans quand même. Les torts sont partagés entre ceux que moi j'appelle les nostalgiques de l'ordre colonial, qui ont voulu continuer à nous maintenir sous cette dépendance et nous empêcher de décoller, et nous-mêmes qui avons permis que cela se fasse sans résister. Et aujourd'hui, vous ne craignez pas de nouvelles colonisations? Il y a de nouveaux acteurs sur la scène commerciale internationale, et notamment la Chine, qui est très présente, qui est le plus gros consommateur, qui est devenu votre premier partenaire.
Vous ne craignez pas une dérive de ce côté-là? Je pense que c'est beaucoup plus subtil maintenant que ce qui se passait auparavant. Avec la Chine, nous négocions et nous prenons le temps d'affiner quels sont nos intérêts et quels sont les leurs, parce que personne ne vient investir pour les beaux yeux du propriétaire des richesses naturelles. Donc nous négocions, c'est cela que nous préférons. Nous négocions et nous arrivons à nous entendre, au lieu de nous voir dicter, comme ça se faisait auparavant, ce que nous pouvions faire. Mais quand un partenaire prend une telle importance par rapport aux autres, ça devient moins facile de négocier. Ah, je ne sais pas si c'est moins difficile, mais en tous les cas, nous négocions avec la Chine sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de relations comme ceux que nous avions expérimentés auparavant. Dans quelques semaines, il y a ici une semaine française pour que les entreprises viennent investir. Quelles sont vos relations avec l'Europe, avec Bruxelles, avec Paris dans ce domaine? Est-ce que la Chine a supplanté cette relation? Elle ne serait plus que culturelle, ou vous avez besoin d'avoir plusieurs partenaires économiques de haut niveau? Si nous sommes allés vers la Chine, c'est pour répondre à ce besoin de diversifier nos partenaires. Puisqu'auparavant, c'était un tête-à-tête avec l'Europe, avec les États-Unis. Donc, le fait d'être aujourd'hui avec la Chine ne peut pas nous convaincre qu'un tête-à-tête est préférable à une diversification. Nous recherchons cette diversification et nous appelons de tous nos voeux la multiplication des investissements qui viennent de l'Europe ici chez nous. On dit aussi que la Chine est moins regardante sur la question de la gouvernance et des droits de l'homme. Mais écoutez, vous savez, lorsque nous coopérons, ce n'est pas pour nous remettre sous la coupe de qui que ce soit. Lorsque nous coopérons, ce n'est pas pour nous voir dicter notre politique. Et nous recevons des conseils des amis, nous recevons des appréciations, puisque nous militons pour notre liberté. Il faut accepter aussi que les autres aient la liberté de vous dire ce qu'ils pensent. Cela ne peut pas être quelque chose qui nous empêche de coopérer, de faire du commerce, de réaliser des activités de production qui soient favorables aux uns et aux autres. Donc vous pensez que quand François Hollande déclare, il y a un moment, c'était avant de venir ici au sommet de l'OIF en 2012, quand il déclare que le niveau de démocratie et le niveau des droits de l'homme est inacceptable, ça n'entache pas le développement des relations commerciales entre nos deux pays? Ça n'a pas entaché les relations. Tout ce que nous avions demandé au président français, c'est d'élaborer sa déclaration. C'est inacceptable. Pourquoi? Parce que deux de ses amis lui ont dit que c'est inacceptable. Il doit élaborer en quoi c'est inacceptable. Il ne suffit pas de jeter comme ça des anathèmes. Et nous lui avons démontré qu'il avait tout faux. Que le niveau de démocratie ici était certainement plus avancé dans la région, même que par rapport à ceux des personnes qu'il considérait comme les plus fréquentables, et nous le lui avons dit. Donc c'est ça aussi l'amitié. Vous parlez, nous parlons, et nous recherchons ensemble la vérité. Mais votre réponse est relative. Nous sommes moins pires que d'autres, mais dans l'absolu, finalement, la démocratie ne souffre pas trop de relativisme. Il y a liberté d'expression ou pas de liberté, il y a liberté politique ou pas de liberté. Il n'y a pas d'absolu, puisque je peux vous citer des cas en France où nous pouvons avoir aussi à redire. Dieudonné, tout ça, est-ce qu'il est libre complètement? Donc, il y a toujours des limites, il y a toujours une certaine relativité dans les choses. Vous l'avez suivi, cette affaire de Dieudonné, que je n'ose pas qualifier d'humoriste. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, ici? Mais écoutez, qu'on empêche à quelqu'un d'aller en Grande-Bretagne, par exemple, parce qu'il a des idées qui ne plaisent pas à l'establishment, c'est une restriction de liberté. C'est tout ce que nous constatons. Nous n'allons pas aller juger à l'intérieur des choses. L'antisémitisme est quelque chose de très condamnable, mais ici aussi, lorsque nous condamnons des gens parce qu'ils ont des propos de haine ethnique, on nous tape sur la tête, on dit c'est la violation des libertés, etc. Donc il faut savoir juger sur base des réalités qui sont locales. On a l'impression qu'on nous juge souvent de loin et qu'on ne prend pas souvent la peine de pénétrer nos réalités. À propos de justice, il y a eu une demande de la Cour pénale internationale pour arrêter, pour juger le président du Soudan. Il était sur votre territoire, vous ne l'avez pas livré. Nous avons d'abord rassuré nos partenaires de la Cour pénale internationale de notre volonté de continuer à coopérer avec eux, mais en leur disant que là, nous étions en face d'une exception, une contrariété tout à fait exceptionnelle, parce que nous avons des engagements avec le COMESA, qui est une organisation internationale. Nous avons des engagements dans le cadre de l'Union africaine à laquelle nous appartenons. Nous sommes un État fondateur de l'Union africaine et qui a pris une décision très claire, pas d'extradition d'un chef d'État en exercice sur toute l'Afrique. Mais en même temps, nous avons des engagements avec la Cour pénale dans le statut des Roms. Alors, j'ai entendu un officiel de la Cour pénale internationale prétendre
que nos engagements avec la CPI étaient supérieurs à nos engagements dans l'Union africaine. Ah oui. C'est du racisme. Comment cela peut-il? Donc, ces États avec lesquels nous avons pris des engagements dans l'Union africaine seraient des États de quoi? De seconde zone par rapport aux États membres du statut de Rome? Il ne faut pas parler comme ça. Pour nous, ce sont des engagements internationaux qui ont la même force contraignante et nous sommes face à une contrariété et souverainement, et le jour où Béchir n'est plus au pouvoir, nous avons décidé d'appliquer nos engagements vis-à-vis de l'Union africaine et personne n'a à nous juger pour cela. Vous trouveriez normal que le jour où il n'est plus au pouvoir, Béchir, il soit jugé? Ça, c'est autre chose, bien sûr, naturellement. Ici, il s'agit d'un président en exercice. Et c'est une question de droit international, une question de droit international à partir du moment... L'Union africaine est un acteur important du droit international. Il est source du droit international, l'Union africaine. Nous apprenons les traités et les conventions de l'Union africaine à nos enfants à l'université. C'est aussi une source du droit international. À propos d'enfants et d'avenir de ce pays, il y a des écoles là tout près d'ici, tout près de ce ministère. On le disait, 72 millions d'habitants, premier pays francophone, plus important que la France par le nombre de sa population. Oui. Qu'est-ce que ça indique, le fait d'avoir le français en langue officielle et d'être ce premier pays francophone, et encore plus, j'allais dire, dans l'avenir? Bien, nous sommes est-ce qu'il faut parler d'accident de l'histoire? Mais en tout cas, de par l'histoire, nous avons hérité de cette langue française que nous pratiquons ici comme la langue officielle. Tout le travail se fait en français. Nous avons bien sûr des langues locales, des langues nationales, mais j'estime que nous avons en partage non seulement la langue, mais la langue véhicule aussi certaines valeurs, et nous pensons que au nom de ces valeurs-là, il y a des choses que nous devons nous dire entre nous, membres de ce grand ensemble, cette grande famille francophone, et que nous avons aussi le droit au respect. En ce qui nous concerne, qu'on fasse un peu attention avant de nous jeter n'importe quoi, à savoir si on a